Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là, cet après-midi pour parler, d'aluminium. Donc évidemment au Québec, on connaît, quand même bien le secteur étant, un important producteur d'aluminium, primaire. Mais aujourd'hui, on va parler, plus en profondeur de nos rebuts en fait là, post-consommation. Donc, je vais vous partager, mon écran à l'instant. Donc, comme Daniel le disait, en fait, chez Groupe AGECO, on a été mandaté, il y a un peu plus d'un an pour, regarder de manière plus approfondie le recyclage et la valorisation des rebuts, post-consommation au Québec. Donc, avant de me lancer dans le vif, du sujet, je vais vous parler très brièvement, en fait, de Groupe AGECO. Donc, qui sommes-nous? En fait, on est actif depuis, plus de 20 ans, dans divers secteurs, dont, l'économie agroalimentaire, au niveau des ressources naturelles, au niveau du développement durable, puis, de la responsabilité sociale des entreprises. Notre équipe compte maintenant plus de 30 experts. Donc, on a notamment au sein de notre équipe des ingénieurs, des agronomes, des économistes, dont je fais partie, puis plusieurs gestionnaires également. Et au cours des 2 dernières décennies, en fait, là, ce sont plus de 1000 mandats qui ont été réalisés. Puis nos mandats, en fait, on les réalise à la fois au Québec, dans le reste du Canada, puis même à l'étranger dans certains cas. Donc, en fait, le contexte, pourquoi cette étude, sur le portrait et la valorisation, des rebuts d'aluminium post-consommation? En fait, c'était que d'une part, on avait vraiment une méconnaissance, des gisements, des rebuts, donc quelle quantité était disponible. Puis, on en connaissait très peu sur la façon dont, ces rebuts-là sont, récupérés, conditionnés et recyclés. Ensuite de ça, ce qui explique aussi pourquoi il y avait quand même une certaine méconnaissance, c'est notamment parce qu'au Québec, on n'a pas de fours qui sont dédiés finalement à la refonte de rebuts post-consommation. Donc, contrairement, par exemple, à l'Ontario, où est-ce qu'il existe des fabricants là, d'aluminium secondaire qui utilisent les rebuts post-consommation, le Québec n'a pas d'installation, donc de fours vraiment pour s'attaquer aux rebuts post-consommation. Il y a certaines entreprises, par contre, je tiens à le préciser, qui font de la refonte de rebuts, pré-consommation, donc de rebuts industriels. Puis je vais y revenir un petit peu, dans quelques diapos, en fait, pour, bien distinguer la différence entre les 2 types de rebuts. Donc ensuite de ça, aussi pour compléter, en fait, ce contexte-là, c'est que de plus en plus, sans surprise, il y a un impératif, de réduction des gaz à effet de serre dans le secteur. Donc, les entreprises, du secteur de l'aluminium, à la fois pour la production d'aluminium primaire et la production d'aluminium secondaire, souhaitent réduire leur empreinte et d'utiliser, en fait, des rebuts. C'est une des façons qui peut être assez efficace pour venir réduire nettement l'empreinte environnementale du secteur. Donc, comme je vous le mentionnais, on a 2 types de rebuts. Dans le cadre de cette étude, de la présente étude, en fait, on va se concentrer sur les rebuts post-consommation, mais c'est quand même important de bien comprendre la différence entre les rebuts industriels et post-consommation. Donc, dans un premier temps, les rebuts industriels, ce sont en fait les rebuts qui sont issus des étapes de fabrication de l'aluminium. Donc, par exemple, lors de la construction, par exemple, de fenêtres ou lors de l'extrusion de certains alliages en aluminium, il peut y avoir des retailles. Donc, et ces retailles-là peuvent ensuite être refondues et reprises dans de nouveaux produits, en fait. Donc, ça, c'est pour les rebuts industriels. Et au Québec, les rebuts industriels sont généralement très bien intégrés dans des boucles presque fermées. Donc, on exporte quand même assez peu de rebuts pré-consommation industrielle à l'extérieur de la province parce que nos installations nous permettent de les reprendre directement dans les processus de fabrication. Ensuite, du côté des rebuts post-consommation, donc ici, on parle des rebuts d'aluminium provenant de produits en fin de vie après leur utilisation. Donc, en fait, ces rebuts-là, contrairement aux rebuts industriels, ils sont généralement très hétérogènes. Donc, ils peuvent parfois être même mélangés avec d'autres matériaux
et ça nécessite en fait un système de collecte et de tri qui est beaucoup plus, complexe avant que le rebut puisse être refondu et réintégré dans une nouvelle boucle de fabrication. Donc ça, maintenant que c'est bien compris, je peux vous présenter un peu là les grands objectifs du projet qu'on devait faire, pour Alu-Québec. Donc, en fait, on avait, plusieurs catégories de produits auxquels on s'intéressait et pour chacune de ces catégories-là, en fait, là, dont les canettes, les véhicules automobiles, les produits qui sont issus du secteur de la construction, démolition, rénovation. Donc, si vous voyez l'abréviation CRD, c'est, ce à quoi ça fait référence, donc construction, démolition et rénovation. On s'intéressait aussi aux biens durables. Donc, dans les biens durables, c'est très vaste. Il y a notamment les électroménagers, les petits appareils ménagers. Donc, ici, on parle par exemple d'un grille-pain, un micro-ondes, toutes sortes de petits appareils pour nos utilisations quotidiennes et aussi des produits électroniques. Donc, on s'intéressait à l'aluminium qui est contenu dans ces différents biens durables-là et aux façons dont cet aluminium-là est, dans le fond, récupéré et possiblement, recyclé. On s'intéressait également aux ce qu'on appelle les autres matières résiduelles. Donc, ici, on pense notamment, au fameux là, le papier d'aluminium, après avoir, fait de la cuisine, par exemple, qu'on peut mettre en boule, mettre dans notre bac à recyclage. Ou encore, le petit bac, pour, le petit contenant, qu'on prend au restaurant lorsqu'on va se chercher une poutine ou même, un contenant en aérosol, qu'on peut utiliser pour divers produits dont, je pense par exemple à la crème solaire. Donc pour chacun de ces grandes catégories de produits, le projet d'étude en fait consistait à documenter les volumes, donc les gisements totaux de rebut, qui sont générés annuellement au Québec, puis de mieux comprendre en fait qui sont les acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur-là. Donc, à la fois au niveau de la récupération, mais aussi au niveau du recyclage de ces différents rebuts, puis de bien comprendre là, vraiment les pratiques actuelles, puis les différents débouchés. Donc, ça nous donnait quand même pas mal de pain sur la planche, mais on a quand même réussi à documenter là, plusieurs éléments qui avaient finalement jamais été vraiment documentés auparavant. Donc, quelques mots sur la démarche. Donc, dans un premier temps, à l'été dernier, on a fait une importante revue de la documentation. Donc, notamment, différentes études qui avaient été produites par Recyc Québec, des caractérisations, par exemple, de différents, de volumes de matière qui vont à l'élimination versus qui sont, prises par les centres de tri. On visait notamment à comprendre également, les différentes notions entre aluminium primaire et aluminium secondaire. Vous allez voir dans quelques instants, c'est vraiment central comme compréhension. Puis, aussi à mieux comprendre, comme je vous disais tantôt, les différentes avenues, de recyclage et de valorisation. On a complété cette revue de la documentation avec, 17 entretiens. Donc, on s'est entretenu notamment avec, des récupérateurs, des conditionneurs, différents organismes, gouvernementaux comme Recyc Québec notamment, des manufacturiers, puis des représentants aussi de diverses initiatives qui peuvent être pertinentes puis qui étaient importantes en fait, pour bien comprendre, le portrait pour les différentes catégories de produits. Puis ça nous a mené en fait à l'automne et ensuite à l'automne, en fait, on a amorcé la période, plus d'analyse vraiment de tout le matériel qui avait été colligé et on a formulé des recommandations également, sur lesquelles Alu-Québec, en fait, a pu bâtir pour, notamment effectuer ou réaliser son plan d'action, pour les prochaines années pour la portion du chantier valorisation. Donc, avant, d'aller plus loin, en fait, parce qu'on va rentrer quand même dans des détails peut-être un petit peu plus techniques, mais mon souhait, en fait, ce serait qu'à la fin de la présentation, si vous pouviez avoir en tête peut-être 3 messages, principaux, là, ce serait les suivants. Donc, d'une part, j'aimerais ça que, vous soyez mieux en mesure d'avoir compris pourquoi le tri par alliage est vraiment central pour bien recycler et pour bien récupérer et recycler les rebuts d'aluminium.
Ensuite, j'aimerais ça que vous ayez aussi, en tête à la sortie du webinaire, pour quelles raisons, finalement, les canettes d'aluminium du Québec, doivent présentement, aller vers, le Kentucky pour se faire recycler. Donc, présentement, les boucles font en sorte, les diverses composantes du marché font en sorte que les canettes provenant du Québec sont recyclées par une entreprise qui s'appelle Novelis. Et donc, de fil en aiguille, j'aimerais ça que vous soyez en mesure de comprendre pourquoi c'est le cas. Puis, en dernier lieu, le dernier apprentissage, ce serait, au niveau des véhicules automobiles. Donc, de mieux comprendre pourquoi actuellement, l'aluminium qui est contenu dans nos véhicules automobiles, s'en va principalement vers l'Asie et pourquoi c'est sur le point, en fait, quand même de changer cette façon de faire-là, pour différentes raisons qu'on va voir ensemble. Donc, d'abord, avant de rentrer, un petit peu plus en détail encore, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec, l'aluminium, c'était mon cas là, il y a tout juste un an, il faut quand même bien comprendre, quelques distinctions entre les différents alliages. Donc un alliage d'aluminium, c'est un mélange, d'aluminium avec, différents éléments qui nous permettent, d'avoir, une certaine composition pour différentes utilisations. Donc, on a 2 types d'alliages, les alliages qu'on dit corroyés et les alliages de coulée. Donc, les alliages corroyés, ce sont les alliages qui nous permettent d'effectuer des procédés de formage. Donc, on appelle notamment un procédé de formage. Quelques exemples, on parle de l'extrusion. Donc, quand l'analogie qu'on me donnait quand on me l'expliquait, c'était lorsqu'on prend un aluminium, puis ensuite, l'aluminium est forcé, si on veut, dans un moule comme de pâte à modeler. Puis là, on en ressort, en fait, il en ressort une certaine forme, en fait. Il y a aussi les procédés de forgeage, de laminage, d'estampage. Donc, quand on entend ces procédés-là, ça veut dire qu'on a affaire à des alliages qui sont corroyés. Donc, quelques exemples d'applications ici, notamment des billettes d'aluminium qui sont destinées à faire des extrusions. Donc, notamment, penser à des cadrages de fenêtres. C'est un bel exemple d'un alliage qui est corroyé. Ensuite, toutes les feuilles d'aluminium qui sont utilisées pour la fabrication de canettes. Ce sont également des alliages qui sont corroyés et aussi des feuilles d'aluminium qui sont destinées à la fabrication de carrosseries pour les véhicules automobiles. Donc c'est bon, c'est important d'avoir en tête cette portion-là des alliages corroyés. Ensuite, on a nos alliages de coulée, qui sont également appelés les alliages de fonderie. Donc, ces alliages-là, comme le dit le nom, de couler, donc ça implique une fonte, en fait. Donc, l'alliage est coulé sous forme de lingots ou de gueuses. Puis ensuite, ces alliages-là, sous forme de lingots, sont ensuite refondus pour faire différents produits qu'on appelle souvent des castings. Donc, ici, ces alliages-là, ce qui est important de retenir, c'est qu'ils contiennent généralement une teneur en alliage, donc une teneur dans les autres éléments d'alliage, tels que le cuivre, le silicium, magnésium, qui est plus élevée que chez les alliages corroyés. Donc, quelques exemples ici d'application des alliages de coulée. Là, on peut penser, par exemple, aux composants des blocs moteurs dans les véhicules, donc qui sont faits en alliage de coulée, certains outils également, puis des équipements industriels. Donc, on a nos 2 grandes catégories d'alliage. Ensuite, dans le secteur de l'aluminium, on parle aussi, c'est important de faire la distinction, en fait, entre l'aluminium primaire et l'aluminium secondaire. Au Québec, généralement, on tend à être beaucoup plus familier avec l'aluminium primaire parce que le Québec, le Canada, est un important producteur d'aluminium primaire, notamment par des entreprises là, comme Rio Tinto et Alcoa. Puis, ce qui a fait, en fait, notre prépondérance sur le marché de l'aluminium primaire, c'est vraiment l'accès à l'hydroélectricité, en fait, qui est nécessaire pour la production de l'aluminium primaire. Donc, la fabrication, en fait, de l'aluminium primaire, c'est produit à partir de la transformation de l'alumine via un procédé d'électrolyse. Donc, quand on regarde la production totale d'aluminium dans le monde, l'aluminium primaire représente environ 2 tiers de la production et le tiers restant, c'est l'aluminium secondaire, sur lequel je vais revenir dans la prochaine diapo.
Ensuite, le Canada représente ici 3,6 de la production mondiale d'aluminium primaire. Ça peut sembler faible, mais c'est quand même assez important. On est dans les 10 plus importants producteurs d'aluminium primaire. Ensuite, la part des États-Unis dans la production mondiale, elle se chiffre autour de 1,1. Donc, le Canada est un producteur d'aluminium primaire plus important que les États-Unis. Ensuite, au niveau des utilisations, c'est là que ça devient important de distinguer, c'est que l'aluminium primaire est principalement utilisé dans les alliages de corroyage. Donc, parce que notamment ces alliages-là nécessitent un degré de pureté en aluminium qui est plus élevé. Donc, tantôt, je vous parlais des billettes pour l'extrusion, les feuilles d'aluminium pour la carrosserie. Donc, les alliages de corroyage, dans le fond, l'aluminium primaire qui est fabriqué se dirige principalement vers les alliages de corroyage. Et ensuite, je voulais faire une petite distinction ici au niveau de l'empreinte carbone. Donc, l'empreinte carbone de l'aluminium primaire dépend beaucoup du pays dans lequel elle est produite, notamment parce que c'est étroitement relié à la source d'énergie qui est utilisée pour faire l'aluminium. Donc, au Canada, grâce à l'hydroélectricité, on a notamment une empreinte carbone qui est nettement inférieure, en fait, à la moyenne mondiale. Ensuite, pour ce qui est de l'aluminium secondaire, donc quand on parle d'aluminium secondaire, c'est l'aluminium qu'on entend aussi comme l'aluminium recyclé. Donc, cet aluminium-là, en fait, il est produit par la refonte de rebuts industriels et post-consommation également. Donc, je disais tantôt, c'est également environ autour de 1/3 de la production totale d'aluminium dans le monde et la part du Canada dans cette production mondiale est d'autour de 2. Alors qu'aux États-Unis, ici, c'est là que les États-Unis sont un joueur beaucoup plus important que le Canada. On parle d'une part de production d'aluminium secondaire qui tourne autour de 12. Et ici, l'aluminium secondaire, on le retrouve à la fois dans des alliages de corroyage et dans des alliages de coulée. Ici, j'attire votre attention parce que souvent, il y a un peu une certaine incompréhension au niveau de l'utilisation de l'aluminium secondaire parce que je pense qu'historiquement, l'aluminium secondaire était beaucoup utilisé pour les alliages de coulée, mais en fait, on le retrouve vraiment dans les deux types d'alliages et c'est important d'avoir cette notion-là en tête que l'aluminium secondaire peut très bien se retrouver dans des alliages de corroyage. Puis au niveau de l'empreinte carbone, c'est là que l'aluminium secondaire peut devenir très intéressant parce que son empreinte carbone est très faible. Pourquoi? Parce que la production d'aluminium secondaire requiert 95 moins d'énergie que la production primaire. Donc ici, on parle autour de 0,6 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples d'entreprises, en fait, qui se spécialisent dans la production d'aluminium secondaire. Donc, des entreprises comme Novelis, qui fait notamment la feuille d'aluminium nécessaire pour les canettes d'aluminium. On a également Constellium, qui, comme Novelis, fait également de la feuille pour les canettes d'aluminium et d'autres produits. D'autres entreprises comme Real Alloy aussi, ou Matalco. Matalco qui est en Ontario, puis qui fait notamment des billettes d'extrusion en aluminium secondaire. Ensuite, donc là, ce qui est important à bien saisir avec les différentes notions que je viens de vous transmettre, ça va être en fait le lien très étroit entre l'aluminium secondaire puis les alliages. Donc, je vous disais tantôt que les alliages corroyés, ils ont un taux de pureté en aluminium qui est plus élevé que les alliages de coulée. Et pour maintenir ce taux de pureté-là, ça fait en sorte qu'on a besoin d'un tri par type d'alliage qui est plus précis afin de s'assurer de bien valoriser les rebuts. Donc ici, je vous ai donné des exemples de noms de rebuts, en fait, qui sont récupérés par des ferrailleurs. Donc, pour vous illustrer un peu de la façon dont la récupération peut se faire et comment le nom, en fait, du rebut est étroitement associé à son nom d'alliage. Donc, vous voyez ici, dans les noms de rebut, on a un chiffre, un chiffre à 4 numéros, donc 60-61 par exemple, 60-63.
Donc, ce chiffre-là nous dit l'alliage exact du rebut. Donc, pourquoi ce numéro-là est essentiel? C'est parce qu'en triant par alliage, ce rebut-là, ensuite, va être idéalement repris dans une refonte avec des rebuts de même nature, donc dans un même alliage, pour être ensuite réintroduit dans la production d'un alliage qui est similaire. Donc, toujours de revenir dans un alliage 60-61. Donc, c'est ici que ça devient très intéressant parce qu'on a parfois tendance à voir l'aluminium comme un seul matériau un peu homogène, alors que c'est très, très loin d'être le cas. Il y a vraiment des centaines de différents alliages et quand vient le temps de récupérer et valoriser pleinement ces alliages-là, la meilleure façon, c'est de ramener un rebut avec son alliage dans la production d'un produit similaire pour vraiment assurer une valorisation optimale. Donc, évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans la plupart, dans certaines situations, en fait, c'est très difficile de faire un tri par alliage. Il peut y arriver, par exemple, lors de la récupération, pour le recyclage des voitures. Ce qui se passe, c'est que les rebuts d'aluminium sont déchiquetés, sont broyés. Et donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on a à la fois des alliages de corroyage de plus haute valeur qui sont mélangés avec des alliages de coulée dont la pureté est plus faible. Et parce qu'ils sont mélangés, ben, ça fait en sorte que plusieurs alliages de corroyage vont ensuite être plutôt refondus et ensuite destinés vers des alliages de coulée. Donc, ici, quand on parle il y a un nom, en fait, pour les fragments de voitures déchiquetées. On appelle ça du Zorba ou du Twitch selon le niveau de pureté. Donc, le Zorba, c'est la portion un peu moins pure et le Twitch a déjà eu un certain niveau de séparation plus raffiné que le Zorba. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les cas où est-ce que le tri ne peut pas être effectué, la refonte des rebuts va généralement donner lieu à de nouveaux produits qui vont être en alliage de fonderie plutôt qu'en alliage de corroyage. Donc, ensuite, je voulais aussi vous glisser un petit mot sur la production d'aluminium secondaire. Donc, pourquoi parler de production d'aluminium secondaire quand on parle de récupération des rebuts? C'est parce que nos fabricants d'aluminium secondaire, ce sont eux les acheteurs de nos rebuts. Donc, de bien comprendre qui ils sont, où ils sont, ça nous aide à comprendre pourquoi tel type de rebut se rend aux États-Unis, en Ontario, versus ailleurs dans le monde. Donc, pour ce qui est de la production d'aluminium secondaire, on constate qu'elle est assez fragmentée en Amérique du Nord. Donc, il y a vraiment un assez grand nombre, en fait, de producteurs qui sont dédiés à la refonte de rebuts industriels. Mais quand on regarde les producteurs qui se concentrent davantage à la refonte de rebuts post-consommation, là, on se rend compte qu'il y a quand même il y a certains très, très grands joueurs qui dominent quand même le marché. Ces grands joueurs-là sont des entreprises comme Constellium, Novelis, Matalco, Real Alloy, que je vous avais mentionné tantôt. Ensuite, on constate aussi que la capacité en Amérique du Nord de refonte des rebuts post-consommation est vraiment concentrée dans les rebuts, en fait, dans les produits qui sont en alliage corroyé. Donc, ces alliages qui ont une plus grande valeur. Donc, c'est vraiment étroitement lié avec la spécialisation des manufacturiers d'aluminium secondaire, puis aussi de leurs propres clients, en fait. Donc, pour vous donner un exemple, on a d'importants fabricants en Amérique du Nord de feuilles d'aluminium qui sont destinées pour l'emballage ou pour les véhicules automobiles, pour la carrosserie, par exemple, ou également des fabricants de billettes destinés à l'extrusion. Puis, l'autre élément important à retenir sur la production d'aluminium secondaire en Amérique du Nord, c'est qu'il y a très peu de capacité de refonte des produits qui sont en alliage de fonderie. Donc, les fameux castings, là, par exemple, les blocs moteurs là, qui sont issus de nos véhicules. Là. Donc, ces produits qui sont en alliage de fonderie, le Zorba aussi, donc une fois que les véhicules sont broyés pour aller chercher le métal dedans,
c'est des quantités énormes d'aluminium, mais pour lesquelles il n'y a pas de capacité de refonte en Amérique du Nord ou très peu. Puis, ces quantités-là, en fait, sont principalement exportées vers l'Asie à l'heure actuelle. Toutefois, comme je vous le disais tantôt, il y a d'importants développements qui font en sorte que c'est en train de changer. Ensuite, je voulais vous montrer le graphique suivant qui répartit en fait les volumes de rebuts post-consommation qui sont refondus aux États-Unis. Donc, ici, les données étaient disponibles aux États-Unis, pas pour le Canada, mais aussi parce que en termes de volume, de volume de rebuts post-consommation refondus, les quantités sont nettement plus importantes aux États-Unis qu'au Canada. Donc, j'attire votre attention ici sur le fait que le 2 tiers des volumes de rebuts post-consommation qui sont refondus aux États-Unis sont des alliages corroyés. Et vous pouvez voir ici, plus du tiers consiste à la refonte de canettes uniquement. Donc, ensuite vient là, la catégorie en orange, qui est des autres produits qui sont en alliage corroyé, puis les différents produits extrudés aussi. Puis regardez le petit 10 dans le haut à gauche du graphique. Donc, c'est notre 10 qui sont les fragments broyés issus de véhicules automobiles. Donc, ici, à titre comparatif, aux États-Unis, en 2021, il s'est refondu 136 000 tonnes de fragments issus des véhicules automobiles, alors que le pays en a exporté vers l'Asie 1,4 million de tonnes. Donc, juste pour vous donner ici une petite idée de grandeur, là, en fait, c'est seulement 10 du Zorba provenant des véhicules automobiles aux États-Unis qui est refondu localement et le reste, 90 est exporté vers d'autres pays, principalement l'Asie. Donc, ici, ça m'amène à, dans le fond, la prochaine portion du projet. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vient de couvrir, c'était vraiment de bien comprendre l'aluminium primaire, l'aluminium secondaire et ensuite les différents défis au niveau de la récupération, puis l'importance du tri par alliage. Ensuite, une fois qu'on avait bien compris ça, c'était comme je vous le disais d'entrée de jeu, d'aller voir pour chacune des grandes catégories de produits de rebuts qui contiennent des rebuts en aluminium, d'aller voir les différents volumes, les gisements qui y sont rattachés. Donc ici, ce tableau-là, en fait, vous montre notre estimation. Vous allez voir un tableau similaire, en fait, dans chacune des prochaines diapositives pour chacune des catégories de produits. Puis c'est important ici, là, je ne vous ai pas mis une note dans chacun des tableaux, mais c'est important de rappeler que ce sont des estimations. Donc, des estimations qu'on a fait à partir de la documentation, des différents entretiens qu'on a faits et qui ont ici été corroborés par différents intervenants dans l'industrie. Donc, notre estimation pour le volume total de rebuts post-consommation d'aluminium généré au Québec pour une année comme 2020-2021, ça tourne autour de 146 000 tonnes. Ensuite, de ce 146 000 tonnes, c'est autour de 115 000 tonnes qui sont récupérées. Et là, ici, j'insiste vraiment sur le mot récupérer parce qu'évidemment, pour chacune des catégories de produits, ce n'est pas toujours possible de savoir si les volumes sont ensuite vraiment recyclés. Donc, on sait qu'il y a une récupération, mais ensuite, on perd peut-être le fil sur les étapes subséquentes. Et finalement, ce qui nous reste, un 31 000 tonnes éliminées. Donc, on parle ici d'un taux de récupération global pour ce volume de gisement-là qui est autour de 78 donc qui est quand même assez fort. Et ce qui explique en fait que ce taux de récupération-là est assez élevé, c'est vraiment la valeur de l'aluminium sur les marchés de la scrap finalement. Là. Donc, l'aluminium a une valeur qui est très intéressante pour les ferrailleurs, puis les différentes entreprises qui se spécialisent dans la production d'aluminium secondaire s'y intéressent. Donc, il y a vraiment un marché pour l'aluminium qui est récupéré. Ensuite, le graphique en dessous du tableau vient vous présenter la répartition du volume total, donc de notre 146 000 tonnes, entre les différentes catégories de produits qu'on a étudiées plus en détail.
Donc, comme vous le voyez ici, c'est un peu plus de la moitié de cette quantité-là qui provient de l'aluminium issu des véhicules automobiles. Ensuite, on a à peu près le quart, en fait, c'est ça, 25 qui est issu de nos canettes d'aluminium. Donc, ça vous illustre vraiment l'importance des canettes d'aluminium dans le volume total pour les rebuts post-consommation au Québec. Et c'est suivi ensuite d'un 10 pour ce qui est des rebuts issus de la construction, Tantôt, Anthony, rénovation, démolition. canette après. Est-ce qu'il y avait une question? J'entends. Oui, Je véhicule ne le vois pas tout. automobile, c'est Et ensuite, donc, en jaune, on a les autres matières résiduelles, donc les différents contenants, emballages autres que canettes. C'est suivi, vous le voyez ici, le petit bleu pâle, là, seulement 2 pour ce qui est des biens durables. Puis, je vais y revenir pour vous expliquer un peu les détails sous-jacents. Et finalement, il y a une petite catégorie que j'ai mis autre, mais c'est essentiellement des rebuts d'Hydro-Québec. Donc, on a eu la chance un petit peu d'investiguer ce qui se passait, par exemple, avec différents fils électriques d'Hydro-Québec. Et donc, sur l'ensemble des gisements, c'est autour de seulement 2 dans ce cas-ci. Donc, si on regarde notre gisement d'aluminium qui provient des véhicules automobiles, ici, pour ceux qui connaissent plus leurs alliages, on parle des alliages 5000 et 6000 et au niveau des alliages de corroyage, puis divers alliages de coulée qui se retrouvent en fait dans nos rebuts d'aluminium. Et on parle ici d'une quantité qui est juste en dessous de 80 000 tonnes. Donc, on a estimé à 77 000 tonnes le volume de rebuts d'aluminium issus des véhicules automobiles pour une année comme 2020-2021. De ce 77 000 tonnes, ce sont 73 000 tonnes qui sont récupérées et 4 000 tonnes qui seraient éliminées. Donc, un taux de récupération, comme vous le voyez, qui est assez élevé dans l'ensemble des catégories de rebuts. C'est de loin le meilleur taux de récupération qu'on constate, donc 95 ici. Donc, ici, quand on parle des alliages corroyés, je vous le disais tantôt, principalement de la carrosserie par choc, alors que pour les alliages de coulée, donc bloc moteur, transmission, suspension. Puis, la majeure partie, comme je vous l'expliquais tantôt, majeure partie des fragments des voitures qui sont broyés, ce qu'on appelle le Zorba, est exporté outre-mer, notamment vers l'Asie, pour y être refondu en alliage de fonderie là-bas. Donc, ici, je vous ai ressorti aussi un graphique que je trouvais super intéressant. Donc, ça vous montre les exportations québécoises de rebuts d'aluminium vers les principales destinations en Asie. Donc, ici, il n'y a pas nécessairement de distinction dans les données entre les différents alliages, mais en regardant différentes sources de données, ça devient très clair que l'aluminium, les rebuts d'aluminium qui sortent du Québec, ce sont fort probablement du Zorba, en fait, parce que c'est le type de rebut qui a la moins bonne qualité et pour lequel il n'y a pas nécessairement d'acheteurs en Amérique du Nord. Donc ici, le point que je voulais attirer à votre attention, c'était vraiment l'effondrement des exportations de Zorba vers la Chine. Donc, comme vous le voyez, jusqu'en 2019, la Chine était vraiment le principal marché vers lequel notre Zorba allait. Et là, oups, en 2019-2020, ça s'est effondré et la Chine a été remplacée par un peu une diversification de marchés d'exportation pour le Zorba, donc notamment la Corée du Sud, la Malaisie et l'Inde. Donc, pourquoi ce changement-là? C'est parce que la Chine, en 2020, a instauré en fait certaines réglementations pour limiter l'importation de Zorba. Là. En fait, parce que c'était souvent vraiment les qualités les plus faibles. Puis, la Chine commençait aussi à avoir d'importants volumes générés localement. Donc, a décidé de vraiment fermer la porte aux Zorba qui provenaient de partout dans le monde, donc pas seulement du Québec, évidemment, mais d'Europe, des États-Unis. Donc, tous les marchés qui exportaient leurs Zorba vers la Chine ont été touchés. Puis, on commence aussi à avoir des initiatives similaires. L'Inde également a également regardé différentes options pour réduire un peu ses importations de Zorba également. Donc, il y a d'importants changements qui se passent actuellement
sur les importations de Zorba en Asie. Puis oui, en fait, avant de passer à l'autre catégorie de produits, le point concernant les véhicules automobiles que je voulais faire avec vous, c'est qu'en Amérique du Nord, en fait, en ce moment, il y a quand même des avancées très intéressantes au niveau des technologies de tri des alliages. Des entreprises, par exemple, comme Sortera Alloys aux États-Unis, qui développent des technologies très avancées pour trier les alliages, puis éventuellement permettre que des alliages de corroyage puissent être bien triés et que le Zorba, en fait, puisse aussi là, être bien trié puis recyclé de manière plus prépondérante en Amérique du Nord. Puis, si on rajoute à ça aussi un autre élément qui vient vraiment changer la donne, c'est que dans les véhicules, en fait, la composition des véhicules selon les différents matériaux change de plus en plus en raison de la prépondérance croissante, si on veut, des véhicules électriques. Donc, les véhicules électriques contiennent davantage d'aluminium et la proportion d'alliage de coulée qu'il y avait dans les véhicules, notamment en raison du bloc moteur, tend à être réduite aussi. Donc, ce changement dans la composition des matériaux des véhicules, ça va changer la donne de façon importante sur la façon que le tri va se faire des véhicules et les différents marchés qui vont l'absorber. Donc, on peut vraiment s'attendre à ce que la récupération, le recyclage de l'aluminium issu des véhicules en Amérique du Nord se fasse davantage localement plutôt que ce qu'on a vu là, dans les 40 dernières années avec une exportation là, qui allait vers d'autres marchés. Ensuite, on passe aux canettes. Donc, du côté des canettes, on parle d'un volume de rebut généré autour de 37 000 tonnes. Duquel est récupéré environ près de 70 donc 25 000 tonnes et toujours 11 000 tonnes éliminées malheureusement. Donc, en fait, c'est important aussi de savoir que ce 37 000 tonnes, il inclut à la fois la portion des canettes qui sont consignées et aussi les canettes non consignées. Donc ici, selon qu'elles sont consignées ou non consignées, on remarque des taux de récupération assez différents. Donc un taux assez élevé, quand même 74 pour les canettes consignées, mais de seulement 45 pour les canettes non consignées. Ici, je vais attirer votre attention sur la modernisation de la consigne qui devrait entrer en vigueur en novembre de cette année. Donc, qui va faire en sorte que l'ensemble des contenants en aluminium seront dorénavant consignés. Donc, ce qui devrait vraiment aider à améliorer le taux de récupération, là, spécialement de ce volet-là de canettes qui, jusqu'à aujourd'hui, était toujours non consigné. Donc, on a quelques joueurs qui sont très impliqués dans la récupération des canettes au Québec, donc des entités comme Rescan, PepsiCo et Tomra. Donc, Rescan et PepsiCo, en fait, ce sont un peu des représentants de nos grandes entreprises qui produisent des breuvages et ce sont ces deux entités-là qui sont responsables de venir collecter les canettes dans les différents points où les canettes sont récupérées. Donc, Rescan, PepsiCo ont des flottes de véhicules et vont récupérer tout ce qui est rapporté dans les différentes épiceries, par exemple, les dépanneurs. Et ces volumes-là sont ensuite acheminés chez Tomra. Donc, Tomra, c'est une multinationale, il me semble, norvégienne, puis elle a des installations à Baie-d'Urfé, dans l'ouest de l'île de Montréal. Et Tomra est en charge du conditionnement de ces volumes de canettes-là. Donc, Tomra les met en ballots et ensuite, ces ballots-là sont ensuite envoyés dans les installations de Novelis au Kentucky. Donc, Novelis a une usine au Kentucky à Berea et cette usine-là, dans le fond, est spécialisée dans la refonte de canettes pour ensuite en faire des feuilles d'aluminium. Donc, on parle ici de près de 20 000 tonnes de nos canettes québécoises qui sont acheminées vers Novelis. Et en fait, chaque année ou 2 années, l'industrie va un peu en appel d'offres et décide de faire acheminer les volumes
au plus offrant finalement. Donc, Novelis est l'entreprise qui a remporté le contrat pour recevoir les canettes québécoises. Donc, ça aurait pu être Constellium, par exemple, un des compétiteurs de Novelis. Donc, ça concluait la portion pour les canettes. Donc, ensuite, pour les produits issus des secteurs de la construction, rénovation, démolition, on parle de volume autour de 15 000 tonnes et dont 12 000 tonnes est récupéré, 3 000 tonnes éliminées. Donc, ça nous donne un taux de récupération autour de 80. Puis, de quels produits on parle? En fait, ici, on parle notamment des cadrages de fenêtres, de différents revêtements extérieurs, des gouttières, des rampes. Et ce sont, parce que ce sont des alliages de corroyage, ce sont des rebuts qui sont vraiment particulièrement prisés des ferrailleurs. Donc, c'est important ici de noter qu'on a plus de 60 centres de tri qui sont dédiés aux débris CNRD au Québec. Puis ensuite, les différents volumes de rebuts d'aluminium sont ensuite redirigés vers des ferrailleurs. Donc, les centres de tri font le tri de tout ça, puis vendent ensuite les volumes reçus à des entreprises comme AIM, RMI, Diffugère dans le coin de Québec. Et ensuite, nos ferrailleurs, eux, s'occupent de la revente à différentes entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication d'aluminium secondaire. Donc, comme des entreprises que je vous mentionnais tantôt, telles que Matalco, Real Alloy, puis il y a Norsk Hydro aussi, qui est un fabricant norvégien qui prend quand même pas mal d'expansion en Amérique du Nord en ce moment, notamment pour le volet aluminium secondaire. Ensuite, ça m'amène à vous parler de la catégorie des autres matières résiduelles. Donc, ici, on parle, là, je vous en avais dit quelques mots tantôt, donc les différents contenants en aluminium pour les aliments, les breuvages, donc le papier d'aluminium, les contenants d'aérosol. Puis c'est différent. Cette matière-là, en fait, elle vient à la fois de nos déchets domestiques, mais aussi des industries, donc les commerces, les institutions, les écoles, les hôpitaux, les grands événements. Donc, c'était vraiment c'est les déchets un petit peu, là, les rebuts un peu courants. Puis, ce qui se passe en fait avec cette catégorie-là, c'est qu'on a très, très peu d'informations sur la caractérisation de ces ballots. Donc, quand on parle de caractérisation, ici, on parle de qu'est-ce que le ballot contient. Est-ce que c'est 25 papier d'aluminium, 30 de différents emballages? On en sait très peu. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aussi, la très grande majorité de cette catégorie de rebuts-là est présentement destinée à l'élimination. Donc, on parle ici d'un taux de récupération de seulement 9 et de plus de 11 000 tonnes de ce type d'aluminium-là qui n'est pas récupéré et qui est destiné à l'élimination. Mais ici, c'est important de savoir que ça n'aurait pas lieu d'être, en fait, parce que ces volumes-là peuvent être récupérés et même s'ils ne sont pas recyclés dans de nouveaux produits, parce que vous allez voir la principale direction que ce type de rebut-là prend, c'est quand même très important de les récupérer. Donc, ce sont les ferrailleurs comme AIM, RMI qui vont acheter les ballots d'aluminium qu'on dit aluminium mélangé. Ces ballots-là sont faits par les centres de tri. Puis ensuite, ces ballots de matière résiduelle en aluminium sont revendus à des fabricants d'aluminium secondaire, mais ont vraiment une utilisation spécifique. Donc, dans ce cas-ci, ces ballots-là, en fait, l'aluminium mélangé provenant de ces différents contenants est généralement utilisé pour fabriquer ce qu'on appelle des cônes désoxydants. Donc, en anglais, le terme qui est utilisé, c'est le DeOx. Donc, ça, le DeOx, c'est un petit cône d'aluminium qui va dans la fabrication d'acier. Donc, le cône va complètement se désintégrer ou presque, là, et il n'y aura pas d'aluminium à la fin qui va être généré pour une nouvelle production, mais c'est un matériel qui est essentiel dans la fabrication d'acier. Donc, il y a quand même une utilisation pour ces volumes-là et les fabricants d'aluminium secondaire en recherchent beaucoup, mais c'est vraiment une question de sensibilisation de la population à l'importance de bien faire la récupération
de ces divers contenants et emballages-là en aluminium. Ça m'amène en fait à prendre un petit détour pour vous parler que vous avez sans doute entendu parler de la modernisation de la collecte sélective qui va venir quand même changer la donne pour ce qui est de ces différents contenants et emballages, parce que dorénavant, ça va être, tous ces emballages et contenants-là vont être, assujettis au principe de responsabilité élargie des producteurs, donc une REP. Donc présentement, il y a des REP notamment sur les produits électroniques, par exemple. Eh bien là, nos différents contenants et emballages vont aussi être assujettis à une REP. Vous avez à droite la liste des différentes matières qui sont ciblées par cette nouvelle REP-là et l'aluminium s'y retrouve là, au numéro 9. Puis, comme vous l'avez peut-être vu dans les derniers mois, c'est Éco-Entreprise Québec qui a été l'organisme de gestion désigné, là, donc l'OGD, qui sera responsable de vraiment l'exécution, la mise en place de cette REP collective, de cette REP pour la collecte sélective. Donc ici, l'implantation complète de la REP est prévue pour 2025 et à terme, en fait, là, ça va couvrir non seulement la collecte sélective là, vraiment résidentielle, mais aussi tout ce qui est généré par les industries, commerces, institutions, puis également sur les lieux de consommation sur place, donc les entreprises dans l'hébergement, la restauration, etc. Puis ici, je voulais attirer à votre attention que EEQ, en fait, de par le nouveau règlement qui a été adopté par le gouvernement, a comme cible de récupération pour ces différentes matières-là de 55. Et là, pour comparer, là, je vous le disais tantôt, là, on parle de moins de 10 aujourd'hui des rebuts d'aluminium provenant de différents contenants et emballages qui sont récupérés. Donc, ça reste un objectif qui va être quand même ambitieux, mais au moins, il est là. Puis, ça devrait contribuer à sensibiliser davantage la population à cette catégorie-là de rebuts qui, pour l'instant, malheureusement, terminent souvent à l'enfouissement. Donc, ensuite, je voulais vous faire un petit tour d'horizon pour ce qui est de l'aluminium qui est contenu dans nos biens durables. Donc, je vous avoue que celui-là, c'est la catégorie de produits pour lequel on a dû vraiment creuser pour vraiment bien comprendre ce qui se passait, puis pour finalement trouver qu'il n'y en avait pas tant que ça d'aluminium dans nos biens durables. Donc, c'était une catégorie pour laquelle on pensait qu'il allait avoir des gros volumes, des gros gisements. Finalement, ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, pour les 3 grandes catégories de biens durables qu'on a regardées, donc les électroménagers, puis ici, vous avez une petite image de réfrigérateur, c'est parce que l'aluminium est principalement contenu dans les appareils réfrigérants et non pas dans les autres électroménagers comme des fours ou des lave-vaisselle. Ensuite, la deuxième catégorie de biens était les petits appareils électroménagers. Donc, encore là, très peu d'aluminium dans les petits appareils ménagers. Puis, finalement, du côté des produits électroniques. Donc là, étonnamment, des plus petits objets produits, mais il y a un petit peu plus d'aluminium de ce côté-là. Mais somme toute, pour ces 3 grandes catégories de biens durables-là, on parle de volume ici là, en bas de 3000 tonnes par année. Et de ça, on parle environ de 700 tonnes qui sont récupérées et près de 2000 tonnes, malheureusement, toujours éliminées, pour un taux de récupération de 33. Donc, très brièvement, je peux passer dans chacune des 3 catégories, mais si vous voulez le détail, là, je vous invite à aller consulter l'étude là, qui peut être obtenue en contactant là, Alu-Québec sans problème. Donc, du côté des gros appareils, on parle de seulement 330 tonnes de rebuts d'aluminium qui sont générés pour un taux de récupération de 27. Aussi à noter, en fait, pour les gros appareils, je reviens ici, c'est que depuis tout récemment, en fait, là, on a la REP qui est administrée par GoRecycle, donc qui est vraiment une bonne nouvelle pour le recyclage des appareils réfrigérants, notamment pour s'assurer que les liquides réfrigérants sont bien retirés des appareils parce que c'était très nocif, en fait, pour l'environnement, les GES. Donc, ensuite, les petits appareils ménagers, on avait environ 1100 tonnes qui étaient générées de tout ça et avec un taux de récupération ici quand même en deçà des appareils réfrigérants, autour de 20.
C'est important ici de noter que pour l'instant, il n'y a aucune responsabilité élargie des producteurs qui s'applique aux petits appareils ménagers. Donc, c'est une des raisons qui fait en sorte qu'on a quand même des taux de récupération plus faibles de ce côté-là. Et en terminant, donc l'aluminium contenu dans nos produits électroniques, on parle d'autour de 1200 tonnes avec environ un taux de récupération de 33. Donc, dans ce cas-ci, il y a une responsabilité élargie des producteurs. Elle est administrée par ARP Québec, puis elle est connue, en fait, là, vous avez sans doute entendu parler, avec les différentes campagnes de publicité, là, les Sert plus à rien, c'est administré par l'organisation qui s'appelle ARP Québec. Donc, ça nous amène à la fin de ce tour d'horizon. Donc, quelques éléments que je voulais ramener à votre attention. Donc, d'abord, que les voitures, c'est vraiment le gisement de rebut d'aluminium post-consommation qui est à valoriser en priorité au Québec. Donc, pour l'instant, la majorité de ces rebuts est toujours exportée vers l'Asie, mais il y a quand même beaucoup de potentiel et certaines technologies qui vont permettre d'améliorer le tri par alliage de ces rebuts-là. Ensuite de ça, pour ce qui est de la canette, ben, c'est un gisement qui est vraiment très intéressant pour les fabricants d'aluminium secondaire parce qu'il y a un tri qui est quand même bien fait, notamment pour les canettes au Québec, puis que la modernisation de la consigne va quand même appuyer là, l'augmentation des taux de récupération des canettes au Québec, notamment en ciblant les canettes qui étaient jusqu'à maintenant non consignées. Et finalement, au niveau des matières résiduelles, il y a également de ce côté-là un fort potentiel avec la modernisation de la collecte sélective qui va être menée par Éco-Entreprise Québec. Donc, je vais passer la parole à Daniel, en fait, qui, avec le chantier valorisation, ont, dans le fond, bâti sur les recommandations qui ont été faites pour développer leur plan d'action pour les prochaines années pour cibler des actions. Donc, Daniel, je te passe la parole. En effet, en fait, je vais prendre très peu de temps parce que je vois le temps filer. Simplement, juste pour vous dire pourquoi on se consacre surtout, on se concentre sur les rebuts post-consommation, c'est qu'au Québec, il y a un équilibre entre la capacité de refonte de certaines entreprises ici, on a tout de même des fours, et les rebuts post-industriels, donc ce qu'on appelle des rebuts propres nets proviennent de la production industrielle. Alors, voilà les raisons pour lesquelles on puise des ressources où on essaie de trouver des façons d'optimiser le taux de recyclage des différentes catégories que Christelle a présentées. Et ça devient des enjeux pour nous, pour le chantier valorisation et recyclage de l'aluminium. Alors, dans le plan d'action qu'on est en train de bâtir pour les 3 prochaines années, on va justement travailler sur les enjeux que vous voyez à l'écran présentement. Et puis ça va se concrétiser en projets spécifiques là, pour chacun de ces enjeux-là.